Est-ce que vous pensez qu'une lune peut orbiter autour d'une exoplanète? Et si c'est le cas, quelle est la meilleure méthode pour les détecter? Tout le monde a déjà entendu parler des exoplanètes parce que ce sont des objets célestes très convoités par les scientifiques. Mais ce serait encore plus énorme si on arrivait à découvrir des exolunes. C'est d'autant plus ambitieux quand on sait que nous avons affaire à un domaine d'étude très récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Les exoplanètes ne sont une réalité à nos yeux que depuis 27 ans. En 1990, l'astronome polonais Aleksander Wolszczan détecte les toutes premières planètes en orbite autour d'une autre étoile, le pulsar PSR B 1267+12. Derrière ce nom poétique se cache un astre mort à l'activité magnétique ultra élevée. Les pulsars ne sont pas des enfants de cœur. Néanmoins, la découverte sera officialisée 3 ans plus tard, en 1993, et cela ouvre les portes d'une véritable ruée aux exoplanètes. En 1995, Didier Queloz et Michel Mayor font la découverte de la toute première exoplanète qui orbite autour d'une étoile similaire à la nôtre. Donc, quelque chose d'un peu plus dans la norme. C'est une géante gazeuse qui orbite autour de Pégasi 51. À ne pas confondre avec Pastis 51 qui, là, pour le coup, est sur Terre. Qu'est-ce qu'on rigole avec moi, hein? En vérité, la découverte des deux physiciens suisses est beaucoup plus célèbre que celle de leur homologue polonais 3 ans plus tôt. D'ailleurs, ils recevront le prix Nobel en 2019. Aujourd'hui, nous découvrons des exoplanètes chaque semaine. Et comme je l'ai expliqué dans un récent épisode, la quasi-moitié d'entre elles ont été détectées par un seul engin, le télescope spatial Kepler. En moins de 3 décennies, les perspectives ont été ouvertes. Ce qui relevait encore de la science-fiction à la moitié du XXe siècle devient la réalité quotidienne aujourd'hui. Cela renforce l'idée que notre système solaire n'est pas unique, qu'il y ait une étoile, une naine jaune de type Soleil, avec des planètes telluriques et des géantes gazeuses, eh bien on pourrait en trouver partout dans le cosmos, ou au minimum dans notre galaxie, la Voie lactée. Vous pensez que les anneaux de Saturne ce n'est pas assez? Pas de problème, nous avons trouvé des dizaines d'exoplanètes avec des structures beaucoup plus grandes que notre voisine. Une géante aussi massive que Jupiter? Oh, elle paraît minuscule à côté de certains monstres qui feraient presque la taille d'une petite étoile. Et quid de la Terre, avec sa vie complexe et ses multiples climats? Pourquoi ne trouverait-on pas des mondes similaires aux nôtres? C'est aussi pour cette raison que les exoplanètes sont très convoitées par le grand public et par la communauté scientifique. C'est parce que nous espérons de tout cœur découvrir un monde qui abriterait une vie extraterrestre. Lors de la formation de notre système solaire, le disque protoplanétaire composé de poussière et de gaz permettra l'apparition des planètes. Et les restes des restes permettra l'apparition des astéroïdes et la formation de certaines lunes planétaires. La Lune, par exemple, ne fait pas partie de cette catégorie, parce qu'elle s'est formée bien après. Et bien justement, si des disques protoplanétaires similaires existent dans l'univers, et c'est le cas, et que l'on observe des exoplanètes à l'appel, on devrait donc logiquement y trouver des satellites naturels qui orbitent autour de ces astres, qui eux-mêmes orbitent autour de leur étoile. Il y a plusieurs néologismes pour décrire cela. On les appelle les exolunes, ou alors les lunes extrasolaires. Ne vous avisez surtout pas de dire « c'est pas faux ». La majorité des exoplanètes que l'on a répertoriées sont des géantes gazeuses, parce qu'elles sont plus grandes, plus massives, et par extension reflètent plus de lumière que leur homologue tellurique comme la Terre. Avec une géante, le delta de magnitude est bien plus élevé lors d'un phénomène de transit. Oh, c'est pas faux, hein? Et voilà, j'en étais sûr. Bon, je vais expliquer la phrase que je viens de dire, sinon vous n'allez pas comprendre. Plusieurs méthodes sont possibles pour dénicher une exoplanète, mais la plus utilisée est celle du transit. En physique, le transit, c'est le passage d'un corps céleste entre l'observateur, à savoir nous, et un autre objet derrière lui par rapport à nous. Pour prendre un exemple, vous avez ici un transit de Vénus. La planète passe devant le Soleil par rapport à la Terre. Lorsque cela se produit, une toute petite partie de la surface de l'étoile est masquée par le corps céleste en question, ce qui se traduit par une baisse de luminosité. C'est également le cas avec les exoplanètes. Lorsque l'une d'entre elles passe devant son étoile, nos instruments de mesure remarquent une baisse de la magnitude, qui revient ensuite à la normale. Forcément, on parle de petits points dans le ciel, parfois invisibles à l'œil nu, donc la différence de magnitude est extrêmement faible. Mais elle est quand même mesurable par nos instruments les plus précis, et par des ordinateurs beaucoup plus sensibles et intelligents
que le cerveau humain. À l'aide de cette ingénieuse méthode, on ne découvre donc pas des exoplanètes par phénomène d'observation directe, mais plutôt par le calcul mathématique. Si ces mêmes astres possèdent des satellites qui orbitent autour d'eux, c'est encore plus difficile de les détecter, et avec l'espoir que ce soit pile dans l'axe de la Terre, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour cette raison que nous n'avons encore jamais découvert d'exolunes. Non pas qu'on pense qu'elles se font rares, mais surtout parce que nous manquons de preuves matérielles, des preuves concrètes de leur existence. Le fait d'avoir répertorié des milliers d'exoplanètes ne signifie pas que c'est une partie de plaisir pour les dénicher. Et la tâche s'avère être beaucoup plus difficile, ne serait-ce que pour des planètes telluriques, mais également pour des satellites naturels, encore plus petits. Pourtant, ce n'est pas parce que nous sommes toujours dans l'incertitude que nous n'avons aucune piste. Bien au contraire. En effet, le nombre de candidates potentielles pour être une exolune se multiplie au fur et à mesure des découvertes. Certaines d'entre elles sont même particulièrement médiatisées. En 2017, l'équipe d'astronomes de l'Université de Columbia à New York déclare avoir trouvé la première candidate sérieuse pour une exolune. Mais les preuves matérielles se font toujours attendre et la thèse n'a pas encore été finalisée. On ne sait donc toujours pas si l'exoplanète Kepler 1625b possède un satellite naturel ou non. Au début de l'année 2022, un autre système stellaire fait parler de lui. C'est Kepler 1708, avec une exoplanète qui orbite autour de cette étoile, Kepler 1708b. Elle se trouve à 5600 années-lumière de la Terre et sa taille serait à peu près similaire à celle de Jupiter. Autrement dit, un gros morceau avec un rayon d'action gravitationnel plutôt conséquent et donc peut-être un système de satellites. L'Université de Columbia, toujours elle, va se pencher de très près sur cette planète et va théoriser l'existence d'une exolune à partir de ses relevés. Kepler 1708b est un monstre, et son satellite naturel ne semble pas être un petit bout de caillou rocheux, mais bel et bien une super-Terre, presque aussi grand que Neptune. Imaginez un petit peu le paysage que cela pourrait donner. Grâce à la méthode de transit, on s'est rendu compte que les variations de magnitude étaient beaucoup plus intenses. Est-ce que cela cache une lune? L'étude est toujours en cours. Mais si vous voulez de l'exotisme pur, sachez qu'il y a quelques années, l'université de Berne en Suisse a théorisé l'existence d'un objet céleste totalement surréaliste. En 2019, ils publient un communiqué dans lequel ils expliquent qu'eux aussi croient avoir affaire à une potentielle exolune autour de la planète WASP-49b. Avec les analyses spectrométriques, ils ont découvert du sodium en gaz en quantité anormalement élevée, et son origine ne proviendrait pas de la planète en elle-même, mais d'une source inconnue dans l'espace. Pour expliquer un tel phénomène, les chercheurs se sont inspirés de Io. Io, c'est l'un des 4 grands satellites galiléens de Jupiter, et c'est celui qui orbite le plus près autour de la planète. Les forces de marée de la géante gazeuse sont tellement puissantes qu'elles entretiennent une activité volcanique surpuissante sur Io. La petite lune est l'astre le plus actif dans ce domaine, avec une surface qui évolue continuellement. Eh bien, c'est peut-être la même chose chez WASP-49b. L'activité volcanique de sa potentielle lune serait si intense qu'elle serait semblable à Mustafar dans la diégèse de Star Wars. C'est ce volcanisme surexcité qui provoquerait les émanations de sodium dans l'espace, et c'est comme ça que nos instruments de mesure l'ont détecté. Encore une fois, cette découverte n'a jamais été confirmée, mais c'est l'explication la plus rationnelle qui soit à l'heure actuelle. Les pistes sont prometteuses vu le nombre conséquent de candidates à être des exolunes, et il n'est pas impossible qu'à l'avenir, dans un futur plus ou moins proche, on puisse découvrir pour de vrai la toute première lune extrasolaire. Mais n'oubliez pas que nous avons affaire à des satellites naturels probablement plus gros que la Terre elle-même, car on ne se concentre que sur les géantes gazeuses. Prenez la planète Mars. Elle possède 2 minuscules lunes, Phobos et Deimos, qui ressemblent plus à des astéroïdes qu'autre chose, des sortes de grosses patates sans forme précise. Cela ne fait que 200 ans que nous avons la preuve de leur existence. Elles ne font que quelques dizaines de kilomètres de diamètre, pas plus. Il est tout à fait possible que dans chaque système stellaire différent, il existe des centaines de petites lunes comme on en voit dans notre propre voisinage galactique. Mais si la chasse aux énormes exolunes semble déjà relever d'une exceptionnelle difficulté, je vous parle pas des petits cailloux, parce qu'ils relèvent encore de la science-fiction pure. Même si nous avons de très bonnes raisons de penser qu'ils existent
un peu partout dans le cosmos. En attendant, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur les planètes errantes. Et puis vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. Allez, à très bientôt.